Bonjour, là, moi j'ai envie de parler de l'influence des mathématiques arabes sur les mathématiques européennes. Alors quand on parle de mathématiques arabes, c'est les mathématiques qui vont être faites dans le monde arabo-musulman, en gros entre le 8e et le 12e, 13e siècle, ce qu'on appelle l'âge d'or de la civilisation arabo-musulmane. Alors pourquoi j'ai envie de parler de ça? Eh bien parce que cette influence, qui a été énorme, on va le voir, hein, elle a quand même été d'abord longtemps reconnue par les mathématiciens de l'époque, hein, du XIIIe, XIVe siècle, etc. Puis à partir d'un moment totalement niée, passée sous silence, avant d'être enfin à nouveau reconnue, mais très récemment et pas par tout le monde. Alors pour montrer comment ça a pu être passé sous silence, hein, voici un livre que j'ai trouvé à la bibliothèque de Lyon qui s'appelle 30 livres de mathématiques qui ont changé le monde, hein, rien que ça. Et quand on regarde un petit peu la table des matières, les mathématiciens grecs qu'on peut avoir, hein, on a Euclide, Thalès, Pythagore, Diophante, Archimède, hein, bien sûr, tout ça pas de souci. Donc le plus récent de tout cela, c'est Diophante, 3e siècle de notre ère. Et puis, tout à coup, on ne sait pas ce qui se passe, on passe à François Viète, 16e siècle en Europe, hein, donc visiblement pendant 13 siècles, il ne s'est rien passé pour ces auteurs. Alors autre chose, dans un petit livre qui s'appelle Petite histoire des mathématiques, voilà ce que j'ai trouvé. Alors par ailleurs, je trouve que c'est un très bon livre, hein, donc je recommande la lecture. Hein. Mais à la fin, il y a le jeu des très grands. Alors il y a Archimède, Euler, Gauss, 18 plus grands mathématiciens. Alors j'ai mis un petit point rouge pour savoir où est-ce qu'ils avaient vécu, et on s'aperçoit qu'ils sont absolument tous en Europe, donc visiblement hors de l'Europe, point de salut. Alors, à contrario, voici la première page d'un livre, hein, qui a été écrit en 1647, c'est de l'astronomie, hein, enfin bon voilà, je l'avais dit, c'est valable pour toutes les sciences, et eh bien, on s'aperçoit que il y a deux grandes figures présentes, hein, à droite Galilée, ok, et à gauche Alhazen, un scientifique, astronome arabo-musulman. Donc bon à cette époque-là, hein, visiblement pas de problème pour se réclamer de l'influence des sciences arabes. Alors avant de parler de cette influence, je voudrais parler un tout petit peu de ce que c'est que ce monde arabo-musulman et expliquer au passage le petit jeu de mots. Il ne faut pas réduire le monde arabe aux musulmans, parce qu'on verra que dans ce monde arabo-musulman, il n'y a pas que des arabes, il n'y a pas que des musulmans. Donc en 632 à sa mort, Mohammed, le prophète des musulmans, a uni les tribus arabes de la péninsule arabique et s'ensuit pendant un siècle une période de conquête militaire qui va étendre le monde arabo-musulman sur un large territoire. Alors, il y a quelques défaites, hein, Poitiers, Constantinople, Thalès, qui fixent un petit peu le territoire, et une civilisation se fonde, riche, hein, basée sur le commerce essentiellement. Donc des grandes villes se fondent, comme Bagdad, le Caire. Alors pour donner une idée, Bagdad au Xe siècle, c'est 1 million d'habitants. Paris à la même époque, c'est 20 000. Hein. Donc on parle d'âge d'or pour la période du 8e au 12e siècle, mais les sciences arabes vont continuer à se développer jusqu'au 15e siècle au moins. Bon. Et alors on dit monde arabo-musulman et sciences arabes, car l'origine de la civilisation, c'est la péninsule arabique, et que la religion dominante à l'époque, c'est l'islam. Mais dans cette civilisation, on ne trouve pas que des arabes, on trouve aussi des persans, des berbères, etc. Et on ne trouve pas que des musulmans, il y a aussi des juifs, des chrétiens des chrétiens syriaques, des nestoriens, des monophysites, etc. Alors, autre aspect intéressant de cette civilisation qui va expliquer, y compris l'essor de la civilisation et des sciences qui va avec, hein, c'est l'influence d'un certain nombre d'autres civilisations qui sont autour. Alors on retrouve l'Empire byzantin, un peu dépositaire de l'Empire romain qui s'est écroulé peu avant, l'Empire sassanide, hein, la Perse, bon, l'Inde, on va voir à quel point ça va être important, et la Chine, un petit peu plus loin, hein, mais dont l'influence sera réelle. C'est par exemple la Chine qui va transmettre à la civilisation arabo-musulmane la technique de la fabrication du papier. Alors, on va parler un petit peu du développement des sciences arabo-musulmanes, des mathématiques en particulier, et
on peut voir un petit peu trois phases, hein, en caricaturant. Bon, d'abord, un certain nombre de traductions. Ils vont d'abord assimiler les sciences d'autres civilisations, ce que j'appelle l'assimilation. Bon. Puis, ils vont amplifier ce qu'ils vont découvrir, l'amplification, hein, des choses découvertes ailleurs, mais qu'ils vont continuer à développer. Puis, invention, pure et simple, d'un certain nombre de domaines des mathématiques. Alors d'abord, passons à l'assimilation. Vivre les chiffres arabes abat les chiffres en rab. Voilà. Alors, on connaît un petit peu les chiffres arabes, c'est ceux que nous, on utilise. Mais avant, comment est-ce qu'on pouvait écrire les nombres? Bon. Eh bien, par exemple, chez les Grecs, 2804, voilà comment ça s'écrivait. Alors, on voit bêta prime, oméga, delta. Parce que pour écrire 1, ils écrivaient alpha, 2 bêta, 3 gamma. Pour écrire 10, ils écrivaient iota, 20 kappa. 100 c'était rho, 300 tau, etc., etc. C'est-à-dire que contrairement à notre méthode qui n'a besoin que de 10 chiffres et c'est la position qui donne la valeur, hein, eh bien 1, 10, 100, 1000, c'est un symbole à chaque fois différent. Alors, pas de problème pour écrire les nombres, hein, on voit que 2804 s'écrit sans problème, mais alors pour les calculs, eh bien bon courage, je vous allez faire bien sûr cette petite addition, hein, voilà, vous aurez trouvé évidemment sans problème chez vous. Alors, pour calculer, comment est-ce qu'ils pouvaient faire? Ils utilisaient un abaque. Alors, en quoi ça consiste? Un abaque, ça consiste à mettre des lignes, une ligne de 1, une ligne de 100, de 10, une ligne de 100, une ligne de 1000, et dedans à mettre des petits cailloux, des jetons, hein, ou à mettre des croix. Bon, c'est aussi la technique du boulier, hein, c'est pareil. Donc, par exemple, 347 plus 678, eh bien, je mets 3 jetons dans les 100, 4 dans les 10, 7 dans les 1. Puis pour 678, j'en mets 6 dans les 100, 7 dans les 10 et 8 dans les 1. Puis, je pars du bas et je compte combien j'ai de jetons. Et si j'en ai plus de 10, j'en prends 10, je les enlève et j'en mets un au-dessus. C'est la méthode de notre retenue. Et puis, je continue avec la ligne des 10, la ligne des 100, la ligne des 1000. Et je regarde ce que ça me donne, et en comptant, ça me fait 1 dans les 1000, 2 dans les 10, 5 dans les 1, 1025, et effectivement, 347 plus 678, ça fait bien 1025. Mais alors déjà, vous voyez que pour faire une addition, c'est long, alors imaginez comment, le temps que ça peut prendre pour faire des multiplications, hein, eh bien, bon courage. Hein. Bon, donc, c'est pas forcément le plus rapide, le plus commode. Alors, ceux qui ont fait la découverte qui va donner notre numération moderne, eh ben, c'est pas les Arabes, c'est les Indiens avant eux. Alors, comment les Indiens, eux, ils écrivaient les nombres? 2e siècle avant notre ère, voilà une tablette indienne, et on voit 24 400, et on constate que le symbole pour 4000 et le symbole pour 400, c'est deux symboles différents, donc là, pour l'instant, c'est comme les Grecs, hein, rien de changé. Mais ils vont avoir une idée géniale. Voici par exemple 4769. Et là encore, hein, le symbole pour 60, c'est pas le même que pour 6, c'est pas le même que pour 600, le symbole pour 700, c'est pas le même que pour 70 ou pour 7000, rien de changé. Mais pour les calculs, ils utilisaient un abaque. Mais au lieu d'utiliser des jetons ou des cailloux, dans les colonnes, parce qu'eux ils traçaient en colonnes, ils mettaient dedans le nombre de jetons qu'ils auraient dû mettre s'ils avaient utilisé des jetons. Donc par exemple, dans la colonne de droite, dans la colonne des 1, ils mettent le symbole 9. Dans la colonne des 10, ils mettent le symbole 6, pour dire là, il y aurait dû avoir 6 jetons. Dans la colonne des 100, ils mettent le symbole 7, il y aurait dû avoir 7 jetons, et le symbole 4 dans la colonne des 1000, et voilà comment ils écrivent dans la BAC, pour pouvoir calculer 4, 7, 6, 9, pour écrire 4769, eh bien c'est très exactement comme ça que nous, on procède. Et alors, de système pour compter, ils vont très vite passer à un système pour écrire les nombres, tellement c'est pratique. Dernière petite invention, sur un abaque, eh ben c'est très pratique, mais quand on l'écrit sans colonne, eh bien il y a une confusion possible, hein, pour écrire 40 769, qu'est-ce qu'on met pour dire qu'il n'y a rien dans les 1000, eh bien, il nous faut un nouveau symbole, et c'est l'apparition du 0. Alors pour résumer, la révolution de la numération indienne, c'est la rencontre de trois idées.
alors, c'est pas eux qui ont inventé chacune de ces trois idées, ça a été trouvé avant par d'autres civilisations, mais c'est les premiers à les mettre les trois ensemble, la numération de position, des chiffres simples et le zéro. Alors ça, c'est les Indiens qui ont inventé et ça a été introduit tel quel dans le monde arabo-musulman, et comme c'est ce que j'appelais de l'assimilation, et comme il n'y avait rien de plus à ajouter, ça a été introduit tel quel, eh bien c'est lui, Al-Khawarizmi, qui est un mathématicien perse du 9e siècle, voilà, un des grands mathématiciens scientifiques du monde arabo-musulman de l'époque. Alors pour montrer comment ça simplifie grandement les calculs, je vais vous présenter une technique de multiplication qui a été celle-ci inventée par les Arabes, la technique de la multiplication par jalousie. On l'appelle comme ça parce que, vous voyez, pour faire 214 fois 356, on met une espèce de grille qui ressemble à des fenêtres par jalousie. Donc on fait un carré avec des diagonales, on met 214 en haut, 356 sur le côté, et puis on multiplie 4 fois 3, ça fait 12, et on met 1 et 2. 4 fois 5, ça fait 20, on met 2 et 0, et puis, etc., etc. 4 fois 6, ça fait 24, on met 2 et 4, etc., etc. Et ensuite, on multiplie, on additionne, pardon, par diagonale. Donc vous voyez 4, bon ça fait 4, 0 plus 2 plus 6, ça fait 8. 2 plus 2 plus 5 plus 0 plus 2, ça fait 11, je mets 1 et je retiens 1 tout en haut, et je le compte dans l'addition d'après. 1 plus 1 plus 3 plus 0 plus 0 plus 1 égale 6, etc. Eh bien, ce qu'on récupère sur le côté, c'est 76 184, ce qui est bien le résultat de la multiplication de 214 fois 356. Grâce à la technique de numération indienne, on peut faire des calculs beaucoup plus rapidement. Pour montrer l'importance que ça a revêtu, parce que c'est cette technique de numération qui nous est arrivée ensuite en Europe, donc via les Arabes, voilà pourquoi d'ailleurs on parle de chiffres arabes. Petite parenthèse, j'ai dit que c'était très longtemps nier l'apport des mathématiques arabes et des sciences arabes sur les sciences européennes. Et c'est vrai, peut-être que la seule chose qu'on continuait à reconnaître de leur apport, c'était ce qu'on appelle les chiffres arabes, et c'est à peu près la seule chose, c'est pas eux du tout qui ont inventé, vu que c'est les Indiens. Aujourd'hui, on parle plutôt de chiffres arabo-indiens. Donc, un petit peu d'étymologie pour voir cette importance. 0 en arabe, ça se dit sifr. C'est ce mot sifr qui a donné en italien zéphiro, et en français 0. Et vous l'avez peut-être deviné, c'est le même mot qui donne le mot français chiffre. Voilà. Donc vous voyez l'importance de ce 0, comme quoi avoir 0 en maths, c'est pas grave, bien au contraire. Alors, deuxième partie, l'amplification. Alors voilà un exemple, on va parler un peu de trigonométrie, un exemple de ce qui a été importé par les Arabes de l'extérieur, encore une fois d'Inde, mais qu'ils ont contribué, eux, à amplifier, à trouver des nouvelles choses. Alors trigonométrie, c'est quoi? Bon, eh bien, vous l'avez peut-être reconnu, c'est le théorème de Pythagore. Dans un triangle rectangle, si un des angles fait 90 degrés, j'ai le fameux théorème de Pythagore. Le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Donc dans un triangle rectangle, pour connaître un côté, il suffit de connaître les deux autres. Mais comment on fait dans un triangle quelconque? Eh bien, voici comment faisaient les Grecs. Ils avaient besoin de constructions supplémentaires. Donc vous voyez, ils construisaient un nouveau point H, qui est la perpendiculaire BH, c'est donc la perpendiculaire à AC, donc ils avaient besoin de constructions supplémentaires, de mesures supplémentaires, et ils avaient donc une formule qui utilisait cette construction supplémentaire, donc c'est moins précis, et surtout ça n'utilise pas les angles qui sont pourtant très faciles à calculer. Alors voici ce que les Indiens ont inventé, c'est la trigonométrie, les cosinus, les sinus, les tangentes, et par exemple, on a cette formule, sinus de alpha. L'angle alpha, c'est le côté opposé sur l'hypoténuse. Alors ce qu'il faut surtout retenir, c'est que c'est une formule qui relie la mesure d'un angle avec deux côtés. Alors qui a introduit ça dans le monde arabo-musulman? Eh bien c'est encore lui, c'est Al-Khawarizmi qu'on a déjà vu tout à l'heure. Vous voyez qu'il est important.
tout à l'heure, dans le jeu des 18 grands mathématiciens de l'histoire, hein, il manquait peut-être au moins un mathématicien arabe, peut-être vous commencez à deviner lequel. Alors, ces sinus et ces cosinus, ça sert avec des formules à trouver. Alors, ici j'ai deux formules. Hein. La première, elle sert à pour un côté, pour calculer un côté, il suffit de connaître un autre côté et deux angles. Et la deuxième formule, pour calculer un côté, il suffit de connaître deux côtés et un angle. C'est beaucoup plus pratique et précis. Eh bien, cette première formule a été trouvée par ad-Din at-Tusi, un mathématicien arabe, enfin encore une fois lui perse, hein, mais du monde arabo-musulman au XIIIe siècle. Pendant très longtemps en Europe, en tout cas en France, on l'a appelée la formule des sinus. Hein, on commence à l'appeler la formule de ad-Din at-Tusi. Et la deuxième formule a été trouvée par Al-Kashi, 14e, 15e siècle, mathématicien, perse lui aussi, que l'on appelait pendant très longtemps la formule du cosinus et que on commence à appeler maintenant la formule d'Al-Kashi. Passons maintenant aux inventions. Alors, je vais donner deux exemples, algèbre et algorithme, puis analyse combinatoire. Alors, on va commencer par les équations du second degré. Alors, qu'est-ce que c'est que les équations du second degré? Ah bah ça, c'est des choses qu'on regarde depuis très longtemps. Donc voici une tablette babylonienne du XIIIe siècle avant notre ère, et on lit, j'ai additionné la surface et le côté de mon carré, ça donne 3/4. Donc vous voyez, ça veut dire que la surface du carré, c'est-à-dire le côté au carré, le côté fois le côté, plus le côté, ça fait 3/4. Écrit avec des x, ça fait x au carré plus x égale 3/4. Comme il y a un carré, on parle d'équation du second degré. Et on voit la résolution, et ils nous disent comment arriver au résultat. Dans ce cas précis, ils disent tu poseras 1, tu fractionneras 1 en 2, ça donne 1/2, tu croiseras 1/2 et 1/2, ça donne 1/4, et bla, et bla, et bla. Alors, ça donne la solution pour cette équation-là, pour ce problème-là, mais ça ne veut pas dire qu'on comprend comment faire si c'était la surface plus 2 fois le carré du côté, 3 fois la surface moins le carré, ou ce genre de choses. Nous, aujourd'hui, on a une méthode moderne qui s'écrit ainsi. Alors, je vais pas expliquer ce que ça veut dire, hein, mais ce qu'il faut retenir, c'est que, quelle que soit l'équation du second degré qu'on a, on est capable de le résoudre, hein, sans problème. On peut même programmer du coup un ordinateur pour le faire, parce qu'on est capable de le faire dans tous les cas. Avec notre méthode moderne, voilà ce que ça donnerait, hein, et bien sûr, ça fait 1/2 aussi, il n'y a aucun problème là-dessus. Alors, la différence entre la méthode babylonienne et la méthode moderne. Eh bien, dans le cas de la méthode babylonienne, c'est toujours des cas géométriques, concrets. C'est la surface d'un carré, on parle des champs, des champs rectangles, etc., etc. Bon, tandis que la méthode moderne, c'est des cas abstraits, c'est des A, des B, des C, des X, etc. On parle maintenant d'algèbre, hein, parce que ce sont sur des cas abstraits. Et la méthode babylonienne ne traite que de cas particuliers, avec des nombres particuliers, tandis qu'aujourd'hui, on a une résolution systématique. Et on parle, là, d'algorithme. Ok ? Alors, qui a introduit ça dans le monde arabo-musulman, et pour le coup, qui l'a inventé, hein, n'est-ce pas? Eh bien, c'est encore lui, hein, Al-Khawarizmi, qui l'a inventé. Et d'ailleurs, ça se retrouve dans l'étymologie. On avait, là encore, rendu hommage aux mathématiciens arabes et aux mathématiques arabes, mais on ne le savait pas, puisque le nom Al-Khawarizmi, quand il est arrivé en Europe, comme tous les noms de mathématiciens ou de scientifiques étrangers, a été latinisé en Al-Khawarizmi, ça a donné algorithmus, ce qui a donné algorithme. Donc le mot algorithme, c'est le nom de famille Al-Khawarizmi, et le livre dans lequel il a expliqué comment on pouvait résoudre ces équations du second degré s'appelait Kitab al-Mulkhazar fi Hisab al-Jabr wal-Mukabala, et on reconnaît al-Jabr qui a donné notre mot algèbre. Donc algorithme vient du nom de famille de Al-Khawarizmi, et le mot algèbre vient d'une partie du titre de son livre.
Alors deuxième exemple, ce qu'on appelle l'analyse combinatoire. Alors, pour donner un exemple de ce que ça veut dire, combien il y a de chances de gagner au Super Loto? Eh bien, pour gagner au Super Loto, il faut avoir 5 bons numéros parmi 49. Et quand on se demande combien il y a de tirages possibles, eh bien, on a une formule qui nous permet de trouver que ça fait 13 millions et quelques, c'est-à-dire près de 14 millions. Donc, une chance sur 14 millions de gagner. Cette formule, que je ne vais pas expliquer, mais par exemple, elle nous donne que si il fallait tirer 3 bons numéros parmi 7 numéros en tout, eh bien, il y aurait 35 tirages différents, donc une chance sur 35 de gagner. Donc c'est une formule un peu compliquée, mais qui existe, qui marche très bien. Et quand on se pose ce genre de questions, on fait de la combinatoire. Alors, pour calculer ce 35, on applique la formule, mais je voudrais présenter une autre façon de faire. Voici un triangle. Alors on met une case, 2 cases, 3 cases, 4 cases, 5 cases, etc. Et puis on le remplit de la façon suivante. On met des 1 sur les côtés. Et ensuite, à l'intérieur, on le remplit ainsi. Pour savoir ce que vaut une case en dessous, on fait la somme des deux du dessus. Donc 1 plus 1, ça fait 2. 2 plus 1, ça fait 3, etc. J'en prends au pif. 10 plus 5, ça fait 15. Et on remplit au fur et à mesure. Et puis, alors, par exemple, tout à l'heure, c'était 3 bons numéros parmi 7, ce qu'on appelle combinaison de 7 par 3. Alors ça vaut combien? Eh bien, je compte les colonnes, les lignes, toujours en commençant par 0. Donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Puis, je compte 0, 1, 2, 3, et je tombe sur 35. Et 35, c'était bien ce qu'on avait trouvé tout à l'heure grâce à la formule. Donc ça, ce triangle, il est très pratique pour pouvoir calculer ce genre de choses. Eh bien, ce triangle, on l'appelle aujourd'hui encore le triangle de Pascal. Alors Pascal, français du XVIIe siècle, philosophe, scientifique, savant, etc. Alors, est-ce que c'est Pascal qui l'a inventé? Alors, on a un premier petit doute, parce que figurez-vous qu'en Italie, ça s'appelle le triangle de Tartaglia, qu'en Angleterre, ça s'appelle le triangle de Newton, etc., etc. Bien, alors, d'abord, qui est-ce qui a introduit ça, et encore une fois, inventé ça dans le monde arabo-musulman? Suspense. Alors non, c'est pas Al-Rawarizmi, il peut pas avoir tout fait, ce brave homme. Là, c'est Al-Karaji, en tout cas les premières traces, on les retrouve dans ses œuvres, mathématiciens du Xe, XIe siècle. Alors, maintenant, on peut répondre à la question, est-ce que c'est Pascal, est-ce que c'est Tartaglia, est-ce que c'est Newton, tous les trois du XVIIe siècle, qui ont inventé ce triangle-là? Eh ben, aucun des trois. Voici un beau triangle de Pascal arabe du XIIe siècle de notre ère. Voilà, et même on les retrouve donc chez Al-Karaji, on l'a dit, Omar Khayyam, enfin un certain nombre d'autres scientifiques, et on trouve même un beau triangle de Pascal chinois du XIIIe siècle qui a priori a été découvert indépendamment, un peu après, mais indépendamment des Arabes. Alors comment tout ça a été transmis ensuite à l'Europe? Bon, eh bien, j'ai pas résisté à la petite citation de Coluche qui a dit Charles Martel a arrêté les Arabes à moitié, et j'ai rajouté et heureusement, parce que c'est par les Arabes qu'il y a eu toute cette influence de ce qu'ils avaient assimilé, amplifié et inventé pour qu'ensuite en Europe les sciences, et en particulier les mathématiques, puissent continuer à se développer. Alors l'Europe autour du Xe siècle, c'est quoi? Eh ben c'est très très morcelé. L'économie en berne, les guerres font rage. Et quand on regarde un zoom sur ce qu'est aujourd'hui la France, eh ben on voit que c'est quand même guère mieux. Alors les villes sont petites. Par exemple, les deux plus grandes villes en Europe à l'époque, c'est Cordoue et Palerme, toutes les deux dans la zone contrôlée par les arabo-musulmans. Bon, mais alors, au XIe, XIIe siècle, l'Europe va recommencer à se développer, et il y aura deux principaux vecteurs de transmission des sciences et des mathématiques arabes à l'Europe. Alors le premier, eh bien, c'est les guerriers. À partir du XIe siècle,
non seulement l'Espagne va être progressivement reconquise par les chrétiens, hein, et vers l'est, il y aura les croisades qui vont reconquérir des villes comme Tolède et Palerme, qui sont des très grandes villes à l'époque et des foyers de culture et de science. Alors, un autre vecteur, c'est les marchands. Alors, j'ai mis par exemple la photo de Fibonacci. Alors, Fibonacci, c'était le fils d'un marchand qui était installé à Béjaïa, en Algérie d'aujourd'hui, qui parlait arabe, lisait l'arabe, et lui, Fibonacci, il est revenu en Italie ensuite et a écrit un livre qui s'appelle Liber Abaci, le livre des Arabes, le livre des Abacs, pardon, où il explique la numération arabo-indienne, et c'est lui qui permet que ça se développe en Europe. Voilà, donc je voulais montrer cette influence-là, car c'est quand même beaucoup grâce à toutes ces mathématiques qui ont été assimilées, amplifiées et inventées dans le monde arabo-musulman qu'on a eu ensuite les grands mathématiciens européens qu'on voit là, hein, bon bah Fibonacci, Pascal, Newton, Gauss, Hilbert, Schwarzschild, Perelman, etc. Sans oublier bien sûr la plus grande d'entre toutes les mathématiciennes, vous l'avez reconnue, naturellement.